Il n'a jamais fait le coup de poing dans la cour de l'école, mais il pratique la politique comme un sport de combat, au point d'avoir déclenché un des incidents de séance les plus marquants du début de législature. Bonjour Aurélien Saint-Toul. Bonjour. Alors on a tous étudié les fables de La Fontaine quand on était à l'école ou au collège, mais il n'y a qu'un agrégé de lettres classiques pour transformer une fable en arme politique. On va revoir votre prise de parole qui était donc au nom de la France Insoumise pendant le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Ce jour-là, vous avez pris pour cible le Rassemblement national. Bien sûr, on connaît la stratégie de l'extrême droite qui agit comme la chauve-souris de la fable. Dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle est un rat. Vous ne connaissez pas La Fontaine, peut-être? Si. Vous ne connaissez pas La Fontaine? Non, mais monsieur, on peut... Non, s'il vous plaît. Non. Je pense que vous vous comportez comme des zadistes et vous risquez de dégrader le mobilier national. Non. S'il vous plaît. Je ne vous ai pas insulté, je vous ai caractérisé. Alors on voit que votre prise de parole a vraiment mis en colère vos collègues du Rassemblement national. Il faut dire que c'est assez étonnant. Vous avez un ton calme, des mots posés, donc on ne s'attend pas à ce que vous portiez des coups aussi rudes que cela. Ça fait partie de vous. Vous aimez provoquer vos adversaires? Non, moi je me suis jamais considéré comme un provocateur. En revanche, là en l'occurrence, je trouvais que c'était exact, c'était précis. L'extrême droite est fascisante. Parti des fachos, zadistes, puis assimiler le RN au parti des rats, c'est quand même extrêmement violent. Parfois, on peut se demander si vous n'êtes pas au bord de la ligne rouge, de franchir la ligne rouge. Non, là, je crois qu'en l'occurrence, le sujet ce jour-là, c'était l'hypocrisie du Rassemblement national qui, d'un côté, parle de lutter contre l'islamisme, etc. Et puis, moi, j'avais suivi dans le débat présidentiel, j'avais suivi en particulier les questions sur la défense nationale et j'avais lu le programme de Marine Le Pen sur la défense nationale. Et il était question de renforcer les alliances avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Et donc, c'était cette hypocrisie que je voulais pointer. Je trouvais que c'était amusant et puis c'était une référence que j'avais à l'esprit et qui m'est venue simplement. Mais j'imaginais pas du tout que ça provoquerait cette réaction, en tout cas. Quand on vous entend comme ça citer La Fontaine, les mots sont une arme en politique? Bien sûr, on est dans un débat public qui est souvent un peu corseté, où on cherche à se faire entendre. Donc, si on peut piquer l'intérêt, soit par la curiosité, le bon mot, dans le débat public en France en particulier, on a un peu peur on se cache un peu derrière son petit doigt, on a un peu peur des mots. En l'occurrence, dire l'extrême droite sont des fachos, le mot est un peu familier, si vous voulez, mais il est rigoureux, il est juste du point de vue analytique, si vous me permettez un mot un peu pompeux. On va remonter un peu le fil de votre histoire. Vous expliquez qu'au collège, vous étiez un peu le souffre-douleur des autres, le bon élève, chahuté par le reste de la classe. Sauf qu'à 13 ans, même si on manie bien les mots comme vous, ça ne suffit pas pour se défendre. Est-ce que c'est une période qui a laissé des traces en vous aujourd'hui ? Est-ce que ça a laissé des traces? Je crois que ce qui reste en moi, c'est une forme de compréhension et de bienveillance. Je ne suis pas du parti des winners. Voilà. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est très loin de moi. J'ai eu la chance de pouvoir grandir, de pouvoir être un adulte qui fait face, etc. Et ça, c'est une bonne chose. En revanche, je suis très sceptique devant les gens qui croient qu'il y a des winners, des gagnants, des perdants, des riens. Tout ça ça me met même pas mal à l'aise. En réalité, je désapprouve totalement et c'est loin de ma culture. Vous avez eu un parcours scolaire brillant, lauréat du concours général en version latine, une classe prépa au lycée Louis-le-Grand à Paris. Vous êtes donc agrégé de lettres classiques. Tout ça pourrait donner le sentiment que vous êtes issu d'un milieu assez favorisé, ce qui n'est pas le cas, au contraire. Vous dites « j'ai la conscience de classe, j'ai vécu des moments de honte sociale ». Est-ce que c'est là qu'il faut chercher un peu les racines de votre engagement politique ? En grande partie, oui, c'est clair que moi j'ai grandi dans un milieu, disons, populaire, pour faire un peu vite, que j'ai été confronté à l'inégalité, à la difficulté sociale. Une des premières choses que j'ai dites à Jean-Luc Mélenchon quand je l'ai rencontré, j'étais tout jeune militant, je disais écoute Jean-Luc, tu sais, les gens ne se rendent pas compte que quand on est pauvre, eh bien, on a une charge mentale qui est beaucoup plus importante. On se baisse systématiquement pour acheter le prix le moins cher. On calcule tout le temps. Dès qu'on a une petite tuile, tout part à volo. Bon, ce genre d'expérience, je l'ai vécu dans ma jeunesse, dans mon enfance. J'ai vu ce que c'était, donc j'ai été assez conscient des inégalités. Et puis
puis il y a quelque chose qui est important aussi, c'est qu'en grandissant, je me suis rendu compte que ceux qui dirigeaient le plus souvent, ils n'étaient pas les meilleurs. Et ça, c'était assez frappant pour moi. Vos parents n'ont jamais été encartés dans un parti ou membres d'un syndicat. Or, ils ont aujourd'hui un fils qui est député et puis un autre qui est responsable syndical chez Force ouvrière. On vous voit ensemble avec votre frère Mathieu Saint-Toul. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas, alors il faudrait Il y a demander... quand même un terreau quelque part. Oui, il y a un terreau d'éducation. Je pense qu'on a eu une éducation qui nous rend disponibles et surtout... à l'engagement. À l'engagement, et puis on se sent concerné. On pense qu'on a une certaine responsabilité à ne pas laisser le monde tourner à l'envers comme il tourne à l'envers. Vous dites de votre frère, lui c'est l'ouvrier, moi c'est l'intello. Ça peut donner l'impression que pour vous, vous êtes de deux mondes séparés qui presque... Non, on n'est pas deux mondes séparés, mais on est très complémentaires. Ce serait hypocrite de dire qu'on a le même parcours, qu'on a la même vie, etc. On est très proches. Et au contraire, je crois qu'on s'enrichit mutuellement énormément. On garde... moi j'ai un parcours académique, mon frère non, mais je lui ai d'une certaine façon donné un point de vue sur ce monde-là, et de la même façon que lui, il est en prise beaucoup plus directe avec le monde du travail, je ne vais pas le cacher, et que moi, il m'a appris énormément de choses. Vous avez commencé à militer au parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon en 2009 avec votre frère, justement. Vous faites partie un peu de cette nouvelle génération de députés de la France Insoumise qui est apparue en 2022 à l'Assemblée. On va voir une photo. Je vous ai associé à 5 autres députés de la France Insoumise. Vous avez sans doute une petite idée pourquoi? On voit sur la photo Damien Maudet, Arnaud Le Gall, David Guiraud, Clémence Guettet et Anne Stambach-Ternoir. Alors, on a tous travaillé soit pour des députés, soit pour des groupes, des élus. Voilà, vous avez tous été collaborateurs parlementaires, soit à l'Assemblée, soit au Parlement européen, soit au groupe de la France Insoumise. Moi, ça me surprend un petit peu parce que LFI est un peu souvent présenté comme le parti anti-système. Et là, ça donne l'impression que finalement, LFI mise sur pas des professionnels de la politique, mais quand même des gens pas loin d'être des professionnels de la politique. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Je crois que le paradoxe, c'est en fait, il faut prendre le sujet dans l'autre sens. Je ne connais pas le détail de la vie de mes collègues et camarades, mais pour ce qui me concerne en tout cas, je suis devenu assistant parlementaire parce que j'étais militant. Et pas l'inverse. J'ai pas rejoint un parti politique parce qu'il m'a donné à manger. C'est pas pour faire carrière. C'était pas pour faire carrière. On va s'attarder sur ce qui est sans doute l'épisode le plus marquant de votre début de mandat. C'était pendant le débat sur la réforme des retraites. Ce jour-là, vous êtes adressé à Olivier Dussopt pour dénoncer l'augmentation du nombre de morts au travail. Vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement m'ont fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre, et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses. Alors, vous qui maniez la langue française avec subtilité, on l'a vu au début de l'émission, vous qui aimez la finesse de cette langue française, là, vous qualifiez un ministre d'assassin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que les images sont assez claires. On voit que je suis très en colère parce que dans la séquence qui précède, j'évoque au sujet de la réforme des retraites le fait que le risque d'accident mortel au travail augmente, mais de façon très explicite, avec l'âge des salariés. Et donc je lui demande qu'est-ce que vous avez prévu pour les personnes qui vont rester au travail et qui donc vont risquer de mourir. Et je lui dis que c'est d'autant plus grave qu'ils ont, avec le gouvernement précédent, supprimé les CHSCT, donc les comités hygiène et sécurité au travail, et donc que le nombre des accidents mortels au travail a déjà augmenté. Et que donc, il ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. Et c'est précisément ce qu'il fait. Il me dit que mes chiffres sont faux, que je mens, que je suis un menteur. Et le mot assassin, donc, il sort comme ça. Vous ne l'aviez pas préparé? Non, il n'est pas du tout préparé. Ce que j'ai à la main, en réalité, c'est une petite fiche sur laquelle il y a les chiffres exacts du nombre de morts année après année au travail. En fait, le mot assassin était impropre parce que, évidemment, le ministre du Travail n'est pas responsable directement de la mort des gens. Mais par contre, il y a quelque chose qui est important et qui est bien connu dans le débat public, c'est quelle est
la part de responsabilité des politiques. Est-ce qu'on on peut être responsable mais pas coupable? Donc dans le cas de M. Dussopt, évidemment, il n'est pas coupable et il ne sera pas coupable de la mort directement des personnes. Par contre, il est clair que quand on a des responsabilités, il faut être capable de les regarder en face. Si des gens meurent au travail du fait de décisions politiques qui ont été prises, il faut être capable de le voir. Et qu'est-ce qui vous a poussé à présenter vos excuses comme vous l'avez fait? La séance a donc été interrompue, vous êtes revenu à la reprise pour présenter vos excuses. D'abord, je ne voulais pas que le débat s'éternise sur cet aspect. Et puis, à titre personnel, moi j'aime avoir des mots les plus exacts possibles. Donc assassin, ce n'était pas le mot le plus exact. Donc voilà, après... Comment vous expliquez que ce soit très rare de voir des hommes politiques s'excuser? Parce que s'excuser, c'est... si la bonne foi caractérisait le débat public, je pense que on hésiterait moins à s'excuser. Le problème, si vous voulez, c'est que... Est-ce que ce n'est pas aussi une question d'ego? Non, honnêtement, je ne crois pas qu'on soit tous bourrés d'un ego démesuré. Je crois que dans le débat public, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'après ces excuses, le ministre, lui, dit qu'il n'accepte pas mes excuses. Et ce qu'on ne verra pas non plus, c'est la façon dont il est sorti de l'hémicycle juste avant, en proférant des injures à mon égard. Mais c'est pas grave. Si on avait eu juste un échange de personne à personne... Il n'a pas eu lieu cet échange. Vous l'invitiez à avoir cet échange, il n'a jamais eu lieu. Mais bon, écoutez, moi, c'est pas grave. J'ai pas d'obus. Personne n'a envie d'être ami avec l'un ou l'autre. C'est pas le sujet. Mais pourquoi on s'excuse pas? Parce que d'une certaine façon, le risque qu'en face on abuse de votre excuse est très important. On va passer à notre quiz à présent. Vous allez devoir compléter les phrases que je vais vous proposer. Si Cyril Hanouna m'invite dans TPMP... Je dis ça parce que vous êtes un peu en guerre contre Bolloré, vous êtes rapporteur d'une commission d'enquête. Je ne suis pas en guerre du tout, mais vous visez beaucoup si Cyril Hanouna m'invite dans une TPMP, non, j'irai pas. En revanche, peut-être qu'il viendra devant ma commission d'enquête. Ah, vous espérez? C'est en réflexion. Dans le cas de Cyril Hanouna, ce qui est intéressant, c'est qu'il est la personne, ou en tout cas ses programmes, sont ceux qui ont fait le plus souvent l'objet de sanctions ou de rappels à l'ordre de l'Arcom. Donc moi, je travaille sur ce sujet de la façon dont les chaînes respectent ou pas leurs obligations, et en particulier qu'elles sont contrôlées par l'Arcom. Je suis quand même curieux de savoir ce que Cyril Hanouna a pu répondre à l'Arcom quand on lui a dit « écoutez, là, vous avez abusé », etc. Donc peut-être qu'on l'auditionnera. Quand je sens monter la colère pendant un débat à l'Assemblée. Quand je sens... l'expérience, si vous voulez, de l'assassin me fait dire que oui, j'ai appris... à respirer un peu et aller boire frais, mais je crois que aussi cette colère, elle est légitime, elle est partagée par aussi énormément de nos concitoyens, donc elle ne doit pas faire dépasser les bornes, mais elle doit pouvoir aussi s'exprimer. Enfin, comme disait Pline le Jeune, là je teste votre maîtrise en ce qui reste Pline le Jeune, je vais pas du latiniste que vous êtes. Je ne vais pas avoir de citation spécifique de Pline le Jeune, c'est un peu spécifique. J'aime bien, si on doit avoir une citation latine, j'aime bien celle de Terence. Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je pense que c'est une bonne base pour fonder l'universalisme politique que je défends. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Aurélien Saint-Houl, d'être venu dans La Politique et moi.